Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de cette balado en forme. Valérie Sardin en compagnie de mon acolyte Greg Lanto. Salut Greg! Salut Val, comment ça va? Ça va super bien, merci. Écoute, je suis vraiment contente parce qu'aujourd'hui, on reçoit une athlète d'exception et ça fait super longtemps qu'on aurait voulu l'avoir sur la balado, mais bon, elle était partie à gauche et à droite un peu partout à travers le monde comme plusieurs athlètes avant les qualifications olympiques parce qu'il y a souvent des compétitions donc, qui se déroulaient, donc c'était pas évident au niveau de l'horaire. Et aujourd'hui, on vous la présente parce que s'il y a une athlète qui a connu quand même plusieurs embûches en vue des Jeux olympiques de Tokyo, je vous dirais peut-être l'année et demie avant que ça s'est passé. Oui, il y a eu la pandémie, mais il y a eu d'autres choses dans son cas. C'est Laurence Vincent Lapointe, la canoïste, probablement une des meilleures au monde, on va le dire comme ça. Salut Laurence, bienvenue sur notre balado, sur notre podcast. On est super heureux de te parler aujourd'hui. Écoute, finalement, ça a super bien été pour toi, les Jeux de Tokyo, double médaillée olympique quand même à ces Jeux. Tu as été dans ta carrière 13 fois championne du monde. Tu as battu 3 records du monde aussi. Donc, je le disais, tu es une athlète d'exception, c'est le cas de le dire. Et parle-nous un petit peu d'abord pour commencer, là, tes états d'âme au retour de Tokyo. Est-ce que tu as le sentiment du devoir accompli selon toi? Ça fait tellement longtemps tu sais, que tu voulais y aller. Oui, définitivement, j'ai l'impression d'avoir fait ce que j'avais comme objectif de faire. On va souvent dire, OK, mais t'espérais avoir la médaille d'or, puis tu y allais en disant que tu étais capable d'avoir la médaille d'or. Sauf que ce que je voulais par-dessus tout, c'était de faire la course dont j'allais être fière. Puis là, dans ce cas-ci, les 2 courses dont j'allais être fière. Puis d'avoir les... Tu sais, je l'avais aussi mentionné, s'il y avait quelqu'un qui me battait parce qu'il était meilleur que moi à ce moment-là, parce qu'on va se rappeler des Olympiques, c'est juste un snapshot, c'est juste une image à un moment précis dans la vie d'un athlète. Donc, je suis très, très satisfaite de comment ça s'est fini parce que malgré qu'il y ait une fille qui a été plus rapide que moi, j'ai tellement poussé jusqu'au bout de ma course, j'ai tellement tout donné que je suis extrêmement fière. Puis l'autre fille, elle a mérité, là, Nevin, elle a mérité sa médaille d'or, il n'y a pas de problème avec ça. Parle-nous un peu de cette expérience-là à Tokyo, parce que c'était ton rêve de petite fille de participer aux Jeux olympiques. Maintenant, tu l'as fait, tu es fière de tes 2 courses. Tu as même pris une petite baignade à la suite de ta médaille d'or en C2. Comment ça a été? Est-ce que c'était au-delà de tes attentes? Est-ce que c'était comme tu l'avais rêvé? Ou, dû à la pandémie, à ces règles-là, ça a été assez différent comme expérience de ce à quoi tu t'attendais? Ce qui est très drôle, c'est que mon rêve de petite fille, c'était d'aller au jeu en nage synchronisé. On est loin d'eux, mais je suis jetée à l'eau, fait que c'est peut-être, on vient le rechercher un petit peu. Mais non, ce qui est arrivé, je veux dire, quand j'ai commencé à faire le canot, j'avais tellement pas la possibilité de rêver à ça parce qu'il y en avait juste pas pour les femmes. Donc, c'est plus quand j'ai commencé à aller aux compétitions internationales que là, on m'a fait miroiter la possibilité de. Mais pendant 11 ans, j'ai été justement aux compétitions internationales, puis à chaque année, il n'y en avait pas d'Olympique. Jusqu'à cette année, c'est la première année qu'il y en avait pour les femmes, donc je m'attendais, je sais pas à quoi, honnêtement, je m'attendais parce qu'on m'avait dit ça va être extrêmement gros, il va y avoir tellement de monde, ça va être bruyant, ça va être... je m'attendais à beaucoup, beaucoup, beaucoup de distractions. Puis au final, ben avec la COVID, les façons qu'on travaillait, justement, renvoyer les athlètes dès que les compétitions étaient terminées, beaucoup, beaucoup de prévention à cause on voulait éviter la transmission de la COVID. Donc au final, c'était beaucoup plus calme que tout ce à quoi j'avais pu m'attendre, mais c'était juste parfait parce que d'un côté de performance, j'ai vraiment pu me concentrer sur mes courses plutôt que me concentrer sur les distractions. Bien, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, souvent, on se fait une image mentale, puis là, finalement, c'est comme si ça t'a rassuré plus que de te déstabiliser dans tout ça. Puis avant qu'on parte l'enregistrement, je te racontais qu'il y a plusieurs années, quand moi j'ai commencé à RDS, je couvrais le sport amateur pour une émission qui s'appelait Le Sport au Québec et on avait toujours à chaque semaine une capsule sur une étoile montante, on appelait ça étoile montante, et tu avais fait partie d'une de ces capsules-là. Je t'avais interviewé, j'ai encore l'image justement au parc Jean-Drapeau et tu me disais « Ah, je devais être pas bonne, j'étais vraiment pas bonne dans ce temps-là, je tombais tout le temps. » Alors, ça a pris combien d'années jusqu'à temps que toi, tu te trouves bonne finalement? Et ça a pris
2 ans où je chavirais tous les jours. J'ai commencé à avoir 12 ans à peu près, fait que c'est pour ça que quand tu m'as dit 13-14 ans, si c'est un peu plus vieux que ça, peut-être vers 15 ans, j'étais un peu OK, vieux. peut-être, oui. Parce que vraiment, je chavirais tous les jours, là, 10, 15, 20 fois, je piquais les nerfs, je partais frustrée de mon bateau, de ma rame, je lançais ça par terre, puis je partais. Mais je revenais le lendemain, puis il faut dire qu'au début, je n'étais pas en amour avec le canot, là, c'était vraiment plus de l'entêtement que d'autres choses, parce que dans ma perception des choses, c'était que je ne voulais pas et je ne pouvais pas accepter de me faire vaincre par mon bateau. Donc, tous les jours, je chavirais, tous les jours, je revenais à la charge. Puis là, je me disais, ça peut pas être ça qui va me vaincre. Donc, après ça, quand j'ai commencé à tenir dans mon bateau, c'est là que je me suis améliorée. Puis, effectivement, dû mon gabarit, je suis grande, je suis forte, ça a été assez rapide à ce moment-là où j'ai commencé à m'améliorer. Mais ça a pris un bon 2 ans où je chavirais tous les jours. Ah, c'est une bonne anecdote, ça. C'est une super anecdote que t'amènes, Val, aussi. Les deux, en fait, votre anecdote est assez drôle de voir que Val t'a fait cette entrevue-là et toi, Laurence, pour moi, le premier mot qui vient en tête, c'est résilience par rapport à ton sport. Tu sais, je veux dire, je suis pas sûr que si moi j'avais commencé un sport ou Val ou n'importe qui nous écoute, je savais à chaque jour pendant 2 ans, continue le sport-là pour t'entêter, tu sais. Est-ce que selon toi, c'est encore aujourd'hui, on va revenir sur tout le parcours que tu as vécu pour aller jusqu'aux Olympiques, mais est-ce que c'est le mot qui te définit selon toi, résilience? C'est drôle parce que c'est en prenant du recul qu'on se rend compte qu'effectivement, résilience, dans mon cas, c'est un mot qui me définit beaucoup. Puis j'avais jamais vraiment pris connaissance de ça parce que ce qui arrive, c'est que quand on vit une situation, on n'a pas assez de recul pour se rendre compte qu'on a la force de passer au travers. On fait juste mettre un pas à la fois, une journée à la fois, puis on essaie juste de passer au travers. Mais c'est quand on a fini la situation, quand on a l'opportunité de prendre ce recul-là, qu'on se dit « Wow, j'ai passé au travers de tout ça ». Effectivement, résilience, ça s'applique. Mais c'est plus dans les derniers temps que vraiment j'ai pris connaissance de l'ampleur de la résilience que j'avais fait preuve dans ma carrière. Bravo, parce que honnêtement, je trouve que c'est tellement bien dit, puis c'est tellement vrai. Quand on est dedans, on dirait qu'on s'en rend pas compte, ou on se dit comment on va passer à travers tout ça, puis que finalement, c'est comme si on se découvre une force intérieure qu'on ne connaissait pas. Puis on dirait qu'après des épreuves, tu sais, chacun on a nos épreuves différentes dans notre vie, mais c'est comme si tu te dis, là, il n'y a plus rien qui me fait peur. Là, tu sais que tu es rendu plus forte mentalement. Puis, parlons-en des différentes embûches. Mais d'abord, parlons-en parce que tous les athlètes qui étaient à Tokyo ont eu l'embûche au niveau de l'entraînement. OK, t'allais dire quelque chose? Vas-y donc, Laurent, je t'interromps. Je m'en allais juste dire, tu sais, on a tendance à parler de force intérieure, puis de motivation, puis tout, mais quand on vit la situation, c'est vraiment plus simple que ça. C'est vraiment juste se dire, ce matin, je mets le pied en dehors de mon lit. Ouais. C'est un pas à la fois. C'est même pas de se dire « Oh mon Dieu, je suis inspirée ». Non, parce que des fois, on est à plat, on est découragé. À partir du moment que tu dis « OK, je vais faire une chose dans ma journée », à partir de ce moment-là, c'est vraiment là qu'on avance. Fait que dans le fond, le monde, des fois, il s'imagine que j'étais inspirée, que non. Dans les choses qui sont arrivées, il y a eu des moments où j'avais même pas envie de sortir de mon lit, mais tant que je faisais une chose dans ma journée, je me disais, OK, c'est quoi de plus que j'ai accompli aujourd'hui? Oui, bien dit. C'est bien parce qu'on a une section santé mentale, parce que oui, il y a la santé physique dans la vie, mais la santé mentale est tout aussi importante. Fait que je pense que c'est une faute qui est importante. Mais attends, je reviens sur mon Greg, je finis ma question, puis je te laisse aller, Greg. Je reviens sur le fait que tous les athlètes avaient été confrontés avec la pandémie, ont dû user de créativité, on va dire ça comme ça, au niveau de l'entraînement. Et toi, ton père t'a aidé, on va voir les images qui suivent, à te créer un bassin d'entraînement maison, on peut dire ça comme ça. Ça fonctionnait-tu vraiment? Oui, ça fonctionnait. Sauf qu'il faut dire que c'est beaucoup plus difficile parce que c'est de l'eau qui est inerte. C'est de l'eau qui n'a pas de courant ou pas de mouvement, donc mon bateau, il avance pas. Là. Donc, c'est très, très difficile, c'est très musculaire. Donc ça, par rapport à ce de l'eau, c'est le fun pour travailler vraiment la force musculaire plus que la technique par tête. Donc c'est le fun. J'ai bien aimé ça. Pour ceux qui ne voient pas, là, le père de Laurence, donc, a
je vais dire en bon français, a gossé, a construit une espèce de cadeau. Pardon? A pas tenté. A pas tenté, gossé, construit, bâti, l'homme qui a montré un kayak, un canot, sur le côté de la piscine familiale et Laurence utilisait donc sa rame pour ramer dans la piscine hors terre. C'est absolument ingénieux. Là, félicitations. Mais il y a eu beaucoup d'athlètes comme ça. Puis pour moi, ça a été les meilleurs faits saillants des Olympiques, c'est de voir cette histoire-là que toi, tu as vécue. Damien Warner dans sa fameuse aréna avec pas de chauffage, on va le dire comme ça. Qu'il y a eu Maud Charon dans le garage aussi de ses parents, également avec pas de chauffage et avec sa tuque l'hiver pour s'entraîner. Donc, de voir que tout le monde... Et là, ça a donné des médailles d'or, des médailles d'argent, des médailles de bronze. C'est absolument inspirant. Écoute, il faut en parler aussi. Je prends la balle au rebond, parce qu'on parlait d'embûches. Oui, il y a la pandémie qui a été une grosse embûche, mais pour toi, qui était probablement encore plus grande que la pandémie, on va dire ça comme ça, lors d'un contrôle donc antidopage en fin juillet 2019, tu as été provisoirement suspendu jusqu'à la conclusion de cette affaire-là. Et ça a quand même été long avant d'avoir justement la conclusion et qu'on t'acquitte finalement de toutes les accusations. Tu as dû passer par une gamme d'émotions. Tu le disais tantôt, c'est probablement cette période-là que tu te levais le matin et tu n'avais même pas le goût de sortir de ton lit. Comment tu as vécu tout ça? Est-ce que ça te fait grandir finalement? Tu vois, au début, c'est bizarre, mais quand c'est arrivé, j'ai pensé que j'ai eu l'impression, tu sais, quand tu es tellement incrédule que tu as l'impression que ça peut juste être une mauvaise joke que quelqu'un fait, genre un mauvais épisode de surprise dans le temps. C'est vraiment ça qui m'est arrivé la première fois quand j'ai lu la lettre, parce que j'ai même pas été avisée de pleine voix. J'ai reçu une lettre par email qui était une lettre d'avocat et ça frappe. Puis pendant les premiers jours, tu cherches, tu brainstormes, tu paniques, mais après ça, quand là, il y a eu l'annonce aux médias, puis je suis retournée chez moi, puis là, vraiment, on n'avait pas vraiment de choses à faire, plutôt à part envoyer des tests, faire des procédures pour essayer de trouver d'où ça venait. Mais pendant les 2 premiers mois, j'étais là désemparée, justement, à pas avoir envie vraiment de sortir du lit. Il n'y avait pas un moment dans ma journée où je ne pensais pas à ma suspension et au fait que je n'avais pas le droit de compétitionner, que je n'avais pas le droit de m'entraîner avec mes coéquipières, mes amis. J'avais même pas le droit de voir mon coach pour juste lui jaser, parce que mon coach, c'est considéré comme un coach, puis on peut pas, tu sais, il n'y avait pas d'association à qui que ce soit qui est dans le milieu du canot-kayak. Donc ça, c'était vraiment... j'étais très, très désemparée. Souvent, je compare ça à... J'étais comme une flèche qu'on avait lancée vers ma cible avant. Puis quand la suspension est arrivée, j'étais comme la même flèche, mais là, il n'y avait plus rien. J'étais comme dans le néant, donc il n'y avait plus rien pour me dire est-ce que la flèche est encore en vol, est-ce qu'elle avance, est-ce qu'elle recule, ou est complètement immobile. Donc, j'étais vraiment dans un trou noir. Je ne savais pas quoi faire. Puis ça a duré environ 2 mois. Ça a pris un moment où j'ai été invitée à une retraite d'athlète olympique par une organisation privée. Puis c'était juste pour parler de la santé mentale des athlètes et tout. Mais vraiment, cette retraite-là, ça m'a tellement marquée parce que ça m'a fait réaliser que oui, ma situation était extrême, mais tous les athlètes, on a toujours l'impression que les athlètes de haut niveau, les athlètes olympiques, les athlètes médaillés olympiques, c'est des super humains. C'est pas vrai. C'est monsieur, madame, tout le monde, mais la différence, c'est que ils continuent à s'entraîner, puis ils continuent à donner le meilleur d'eux-mêmes, puis ils travaillent juste de façon différente. Donc, la chose que j'ai réalisée durant cette retraite-là, c'est que j'étais désemparée, mais la seule chose que je pouvais continuer à faire, c'est m'entraîner. That's it. Mais que ce soit par moi-même, que ce soit dans un salon de yoga, parce que je m'étais dit, OK, je vais essayer de me trouver des raisons de m'entraîner, des raisons d'ajouter une activité à chaque jour à mon calendrier. Puis vraiment, c'est ça, le principe de mettre un pied devant l'autre, c'est de trouver des choses qu'on a à faire.
ou qu'on aimerait faire, mais on les ajoute à notre calendrier, puis on se tient, j'ai juste le mot en anglais, là, accountable, pour faire la chose qu'on s'est donné le but de faire. C'est redevable, le mot, je pense, que tu veux trouver en français. Je le sais, je le cherche tout le temps dans ma tête. Quoi, ça? C'est redevable, le mot que tu cherchais. Si je ne me trompe pas, je le cherche tout le temps dans ma tête. Le problème, c'est que ça s'applique plus ou moins à quelque chose qu'on a nous-mêmes choisi. D'habitude, on est redevable envers quelqu'un, mais peut-être là, redevable envers soi-même. Intéressant. En tout cas, je suis contente d'avoir eu ton point de vue là-dessus parce que c'est fou parce que tu racontes qu'effectivement, les Olympiens ne sont pas des surhumains. À quel point cette conférence-là t'avait marqué. Donc, je pense qu'il y avait une raison pour laquelle tu devais te retrouver là. Puis c'est ce qui t'a fait du bien finalement de réaliser que aussi ça arrive à d'autres. C'est vrai que des fois, on a l'impression que le dopage, parce qu'ils sont tellement bons, que c'est automatique, que c'est ça, tu sais. Mais dans le fond, c'est des heures et des heures et des heures d'entraînement. Tu sais, tu donnes tellement de toi-même, de ton temps. Tu investis tellement à 100% depuis des années. Mais comment on peut imaginer ça? Tu sais, c'est presque impensable. Je peux même pas imaginer comment ça peut te mettre à terre quelque chose comme ça. Est-ce que pour toi, ça a été ça le plus grand défi de ta carrière, finalement, ta plus grande épreuve? Oui, ça a définitivement été le plus grand défi de ma carrière de passer au travers de cette situation-là. Parce que, justement, tu sais, je l'ai mentionné, je l'ai passé petit à petit, un pas à la fois. Sauf que en regardant sur ce que j'ai vécu, en prenant du recul, je me dis, non seulement, je vais revenir là-dessus, tu sais, la résilience, non seulement je me surprends à quel point j'étais résiliente, mais aussi je me rends compte que si j'avais à revivre une situation comme ça, je dirais, tant pis, ça va être sans moi, j'ai pas besoin de m'en occuper parce que ça m'intéresse pas. De revivre une situation comme ça aussi extrême et aussi difficile, j'aimerais pas ça me refaire subir ça, puis j'aimerais pas ça qui que ce soit ait à subir ça parce que c'était très, très extrême comme les émotions que j'ai vécues, les moments où ça a été des difficultés et tout. Donc, on se surprend, là, mais c'est pas de quoi que j'aimerais revivre. Bravo, en tout cas, toutes mes félicitations et je suis certain que je parle au nom de nos auditeurs, nos auditrices aussi. Ça n'a pas dû être une épreuve facile à vivre, tu l'as dit. Je pense qu'on n'a aucune idée même à quel point ça a pu être difficile et que maintenant tu as pu redorer ton image, revenir aux Olympiques, remporter cette médaille-là. J'ai suivi, bien sûr, tout ce dossier-là un petit peu à distance. On ne s'est pas parlé, c'est la première fois de nos vies qu'on se parle, mais bien sûr, en ayant suivi ce dossier-là et voir que ça connaît une fin aussi heureuse que ça, c'est un peu un bonheur de voir ça. Alors, félicitations, Laurence, pour simplement d'avoir passé à travers cette épreuve-là. Si on regarde, maintenant, tes records, toute ta feuille de route, Valérie en a parlé d'entrée de jeu, mais tu as battu plein de records canadiens, tu es 13 fois championne du monde, maintenant tu es double médaillée olympique, tu es une des meilleures de l'histoire de ton sport, ça c'est sans contredit. Maintenant, qu'est-ce qui manque à ton tableau de chasse? C'est quoi tes prochains objectifs? Où est-ce que ta carrière s'en va? Honnêtement, là, je sais pas. Ça a tellement été fou les 2 dernières années. Puis je reporte tellement des Olympiques en étant heureuse de ce que j'ai accompli puis tellement satisfaite que pour l'instant, il faut que je prenne un peu de repos et aussi un peu de recul pour déterminer qu'est-ce que j'attends de mon sport, qu'est-ce que je veux faire. Donc, pour l'instant, je peux pas répondre à votre question. J'en ai aucune idée. Mais dis-moi, à 29 ans, est-ce que c'est un âge, parce que, tu sais, on connaît moins le canot, c'est une discipline un peu moins connue. Est-ce qu'à 29 ans, un athlète est considéré, est-ce que c'est dans son pic, moins dans son pic, plus en fin de carrière, tu te situes où, toi, par rapport à ta discipline? Fin vingtaine, c'est habituellement le pic en termes de performance parce qu'on parle de quelqu'un qui est plus d'expérience, meilleure technique et une forme physique qui est encore en très bon état. Mais par exemple, le champion de kayak français, lui, il a, je pense, 38 ans. Donc, on parle de... C'est pas la fin, là. 29 ans, théoriquement, c'est pas la fin du monde.
OK, OK. Puis là, tu es diplômée de l'Université de Montréal en baccalauréat en sciences biomédicales. Toi, est-ce que tu veux aller où avec ça? Est-ce que tu as commencé à travailler dans le domaine ou est-ce que l'entraînement, ben là, tu l'as dit, tu as besoin d'un repos et d'un recul, c'est bien dit. Mais dans le fond, c'était quoi ton objectif avec ton bac? Honnêtement, mon bac, je l'ai fait par dépit il y a quelques années parce que j'étais pas rentrée en médecine. J'ai répété l'expérience en appliquant en sciences infirmières, encore une fois parce que je réussissais pas à rentrer en médecine. J'ai fait 4 années en nursing avant de me rendre compte que j'aime vraiment pas le milieu hospitalier. OK. Puis, j'étais dans ma 4e année. Puis finalement, en fait, lundi, cette semaine, j'ai commencé un nouveau bac maîtrise en physiothérapie à l'Université de Montréal. Puis là, justement, ce matin, j'avais un cours. Puis c'est vraiment, tu sais, j'ai fait beaucoup d'introspection pour décider en quoi je voulais aller. Puis c'est vraiment ce que je voulais faire. Premier choix cette fois-ci. Donc, on ne fera pas des études par dépit. Puis je suis très, très, très excitée de faire ce programme-là. Cool! Félicitations! Ben ouais, on a un scoop, là. Félicitations dans ton parcours professionnel. Comme dans ton parcours athlétique, encore une fois, ça semble être de la persévérance et de la résilience. Je suis certain que tout ce que tu as appliqué dans tes études à date, tout ce que tu as appris, vont faire de toi une excellente physiothérapeute, c'est sûr. Merci. Mais ce qui est drôle en plus, c'est que j'étais sur les listes d'attente. Tu sais, ça n'a pas été tout simple. Je ne suis pas rentrée dès le début. J'étais sur la liste d'attente jusqu'à 2 jours avant de courser au jeu. Oh wow! OK, fait que c'est une belle nouvelle juste avant les Jeux, c'était une bonne nouvelle, ça. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à me concentrer sur mes courses parce que là, j'avais plus besoin de penser à l'avenir. Ben, tu vois, la vie est bien faite. Je pense que... oui. Autant que la vie te l'a donné dur pendant une bonne période, pendant 1 an et demi, 2 ans, ben là, la vie, justement, t'as fait des efforts, t'as montré de la résilience, t'as montré que tu étais capable, t'as resté positif, puis là, ben finalement, le positif attire le positif, donc c'est tout en ton honneur. Puis bravo, félicitations, on est heureux aussi d'avoir ce scoop-là. Je suis convaincue aussi que la physiothérapie, à un moment donné, tu travailles beaucoup avec des entraîneurs, des physiothérapeutes et tous les experts autour de toi. Donc, c'est pas sorcier non plus à tes yeux. Là. Je suis convaincue aussi que même ton bac précédent va te donner quand même des bonnes bases. Puis que finalement, pour les prochaines années, tout va bien aller. La vie va te la donner. Pas facile, mais beaucoup plus facile que tu as pu l'avoir. Ben, je l'espère. Hey, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Laurence. Ouais. Exact. Vas-y, Greg, je te laisse aller. Moi, en tout cas, personnellement, là, je vais faire un vœu. Moi, j'espère te revoir à Paris en 2024 parce que ça a été des belles émotions qu'on a vécues à Tokyo. Il y a un si beau parcours comme ça qui finalement connaît un dénouement heureux, peut seulement se continuer de façon heureuse. Donc, écoute, je te le souhaite, mais prends pas ça pour de la pression ou quoi que ce soit. Tu prends ta décision comme tu le voudras pour la suite des choses. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On te souhaite tout le meilleur. Puis écoute, ça nous fera plaisir de te reparler. Si c'est Paris, ça sera Paris. Ou si c'est autre chose, ça sera autre chose. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je pense que les auditeurs vont bien apprécier cette conversation-là. On parle, oui, de santé physique, mais aussi de santé mentale. Puis c'est important parce que on apprend finalement avec l'expérience, puis on devient de plus en plus fort. Puis bravo pour toute cette résilience. Puis au plaisir de te reparler. Bonne chance dans tes projets. Merci beaucoup. Salut. Merci, Laure. Bye.